Bonsoir, bienvenue comme d'habitude dans une nouvelle émission de Pépitor. Donc on commence comme d'habitude par notre petit disclaimer pour vous rappeler que dans aucun cas nous ne donnons des conseils sur cette chaîne. Ce sont juste des échanges entre particuliers. Après, derrière un petit rappel où vous pouvez nous trouver, hein, donc sur Twitter, par email ou sur notre site internet. Et aujourd'hui, on reçoit un gros de la crypto, Valentin Demey. Bonjour, bonjour Valentin, comment vas-tu? Salut Pépitor, ça va très bien, merci. Et toi? Très très bien. Donc on s'était vu il y a un an et demi, hein, on avait fait une petite intro sur les cryptos, etc. Avec Richard. Avec Richard et Ricardo, oui. Alors je rappelle, hein, tu es le directeur fondateur... directeur... Tu es quoi exactement? Directeur des contenus à Cryptost, qui est un média, et CEO de Cube3, qui est un incubateur Web3. D'accord. Et tu es fondateur aussi de Cryptost. Associé, ouais, tout à fait. D'accord, donc on finira à la fin, on parlera de ton activité du Cube 3, là, ça avait l'air assez intéressant. En fait, moi je t'avais demandé la semaine dernière de venir parce que, bon, on sentait que c'était un peu, les cryptos, ça commençait à bouger dans tous les sens, c'était presque la fin, on savait pas si c'était peut-être la fin de l'hiver et que ça allait partir vers le haut. Moi personnellement, bah, je suis pas mal rentré fort sur le Bitcoin et sur l'Ethereum la semaine dernière, et puis boum, le week-end dernier, c'est tout parti vers le haut. On a cassé des résistances à 38, on est en train de casser des résistances à 40. Donc en fait, c'était un petit rappel que tu nous rappelles un peu pourquoi ces cryptos montent et pourquoi le Bitcoin et surtout l'Ethereum et pourquoi n'avoir rien fait pendant un an et demi. Ça, effectivement, c'est toujours complexe de savoir exactement d'où ça vient et pourquoi ça monte. Ce qui est certain, c'est que ça fait 3 semaines, un mois qu'on a une belle progression des cryptos et particulièrement de Bitcoin. Ça fait un an et demi qu'on s'embête, pour être poli, en bear market. Ça, c'est certain. Un an et demi que les cours des cryptos font rien parce que c'est justement l'une des réponses pourquoi ça monte. C'est parce qu'il y a des choses qui se font depuis un an et demi qui deviennent publiques aujourd'hui et donc qui poussent les prix à la hausse. J'ai forcément en tête, quand je dis ça, les ETF spot Bitcoin. Donc, les ETF au comptant de BlackRock notamment, c'est-à-dire Ouais. que BlackRock commence à proposer, aimerait en tout cas proposer des ETF spot Bitcoin et attend la dernière validation de la SEC, donc l'autorité des marchés financiers côté US, Security and Exchange Commission, pour la faire à l'américaine. Alors Le dernier apparemment, il leur manque pour le faire. si j'ai bien compris, la SEC a bloqué l'ETF Bitcoin, l'ETF Bitcoin de BlackRock, mais a dit dans le cas où la cour de je sais pas trop quoi donnait un verdict contraire à celui qui dit, il l'autoriserait. Et normalement, on devrait avoir ce verdict avant le 10 janvier, c'est ça, hein? Alors en fait, effectivement, c'est entre autres pour ça que ça a été ce qu'on appelle le bear market, un hiver crypto un petit peu compliqué parce que ça fait un an et demi qu'on a eu FTX, donc la faillite d'une des plus grosses plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde, parce qu'il y avait ce détournement de fonds très traditionnel qui n'avait rien à voir avec la crypto, mais qui a fait mal quand même à l'industrie. Et puis on a cette incertitude réglementaire qui a existé dans tout le monde entier, et particulièrement aux US. On ne savait pas comment le régulateur allait nous manger. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le plus méchant, entre guillemets, des régulateurs sur la planète, qui a l'air d'être la SEC, avec son président Gary Gensler, qui est très anti-crypto, il faut le savoir, il ne s'en cache pas particulièrement, qu'il n'est pas fan de cette classe d'actifs pour des raisons qui lui sont propres et qui lui sont souvent reprochées. C'est ce que tu citais par le Congrès. Le Congrès américain lui a demandé à plusieurs reprises ces derniers mois de mettre de côté son avis personnel et de traiter les actifs numériques comme n'importe quelle autre classe d'actifs et de pouvoir donner des règles claires. Et donc, en fait, c'est ce qu'on voit ces derniers mois. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une gronde un petit peu générale aux États-Unis qui disent que, OK, c'est bien d'avoir un avis, mais en même temps, c'est une classe d'actifs de plus en plus importante qui crée des centaines et des centaines d'emplois chaque mois, qui commence à peser un petit peu dans l'économie américaine. Et si on ne lui donne pas un cadre clair, les entreprises partent à l'étranger. En fait, bonne nouvelle, elles partent un petit peu pour certaines d'entre elles, en Europe et en France. Donc, c'est pas plus mal pour l'Hexagone, mais pour les États-Unis, c'est quand même douloureux de se dire que leur pépite se barre parce que le régulateur ne fixe pas de règles claires, puisque c'est justement un combat personnel où il ne veut pas en donner des règles très claires. En fait, le sujet, c'était de savoir, est-ce que Bitcoin est une action, ou est-ce que Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont plutôt une commodities, ou sont plutôt un stock, et c'est très Mhm. compliqué de se positionner là-dessus. Sur Bitcoin, on a fini par avoir un brin de réponse. Pour le reste des crypto-monnaies, c'est plus complexe. Et donc, effectivement, le verdict qui est attendu, c'est que la SEC, dans les prochaines semaines, devrait autoriser, je dis bien devrait autoriser, parce que après plusieurs recours, il ne semble plus rien avoir de concret pour interdire ce listing de BlackRock et de son ETF iShares
Bitcoin au comptant. Et donc, les gens spéculent aujourd'hui en achetant du Bitcoin, sachant que c'est très peu probable que la SEC retrouve une excuse entre guillemets supplémentaire pour l'interdire. Donc, beaucoup spéculent sur le listing final de cet ETF spot au comptant et des dizaines d'autres qui existent, parce qu'il y a eu des dizaines de dépôts depuis celui de BlackRock. Il y a Fidelity qui a fait la même chose. Et il y a d'autres très gros fonds. Et donc, c'est une double spéculation. C'est de dire que des grosses instances comme BlackRock, qui a un taux de réussite de listing d'ETF de l'ordre de 99%, si je ne dis pas de bêtises. Rares sont les ETF de BlackRock à avoir été refusés. Donc, ça veut dire que probablement BlackRock achète depuis un moment des Bitcoins au comptant pour effectivement proposer son service demain. Et de l'autre côté, c'est les gens qui disent, effectivement, avec un ETF spot Bitcoin, on va pouvoir en avoir dans son PEA, on va pouvoir en avoir dans, d'une certaine manière, son assurance vie, et ainsi de suite. Donc, la difficulté énorme aujourd'hui d'acheter du Bitcoin pour le commun des mortels, il faut, même si c'est plus simple qu'à l'époque, quand même télécharger une application spéciale, faire un KYC spécial et ensuite acheter des bitcoins. Demain, en fait, la détention sera beaucoup plus simple parce qu'il sera proposé dans des produits plus nombreux. Il faut faire d'autres certifications. J'ai toujours une anecdote que je dis. Il y a 2 semaines, j'ai croisé mon voisin qui est boucher. Il est blindé, hein. Il me dit, toi qui es dans le truc, les cryptos, ça y est, je vais y rentrer. Alors, il a demandé, moi j'habite à Gérone, hein, en Espagne, hein. Il a demandé à un pote à lui qui est à CJS comment acheter des cryptos, et le pote à lui qui est à CJS lui a donné le téléphone d'un pote en Belgique qui investit les cryptos pour lui et qui prend 30%. Donc c'est pour dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'est encore très très compliqué pour la personne lambda d'acheter des cryptos. Alors qu'avec l'ETF, on ira à la caisse d'épargne ou au Crédit Agricole ou à la Société Générale, on dira je veux acheter de l'ETF crypto. Et donc, voilà. À mon avis, ça va faire rentrer du nouvel argent. Et le problème du BTC, c'est qu'il y en a 20 millions et 27 millions à terme, c'est ça ? Alors, il y en aura 21 millions au maximum. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions en circulation. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours d'un peu plus de 19 millions qui ont déjà été émis. Et donc, on estime mathématiquement que le dernier Bitcoin sera émis en 2140. Donc, effectivement, ça fait une raréfaction de l'offre. Mais évidemment, c'est ce que je disais, ça sera beaucoup plus simple d'avoir du Bitcoin dans ton portfolio demain grâce à l'ETF. Cela étant, c'est quand même... Là, ton boucher, il est quand même un petit peu méchant avec l'écosystème parce qu'aujourd'hui, avec des Coinbase, des Binance, des Crypto.com, des CoinHouse, c'est beaucoup plus simple parce qu'il suffit encore une fois de télécharger une application sur son téléphone, Android ou iPhone, de passer un KYC, donc de donner son identité, comme pour ouvrir un compte en banque. Hein, on reste dans la finance. C'est ce que je vais expliquer, ouais. Avec un virement bancaire ou avec une carte bancaire des cryptos. Là où il y a 10 ans, c'était beaucoup plus difficile. Effectivement, il fallait connaître quelqu'un qui potentiellement pouvait en donner. Mais en 10 ans, ça s'est quand même beaucoup amélioré. Aujourd'hui, la détention d'actifs numériques par la population française, c'est c'est un sondage Ipsos, KPMG, Adan, confirmé par l'AMF il y a un mois, c'est 9,6%. 9,6% des Français ont du crypto. Détiennent des actifs numériques. Ouais, détiennent des actifs numériques, tout actif confondu. Encore une fois, l'OCDE l'a confirmé pour l'AMF il y a quelques semaines. Ils arrivent à peu près dans les mêmes ordres de grandeur et ils confirment ce schéma. Donc, ça reste important. C'est plus important que les actions détenues en propre par les Français, qui est de l'ordre de 5%. C'est-à-dire qu'il y a 5% de Français qui détiennent des actions en propre, mais c'est évidemment bien inférieur à ceux qui ont une assurance vie ou un PEA. Mais comme je disais, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, pour l'instant, sans l'ETF, d'avoir du Bitcoin en compte propre, d'avoir du Bitcoin dans son épargne, parce qu'il faut aller le chercher en compte propre, là où avec une assurance vie, on peut avoir plein d'actifs différents et peut-être demain, du coup, grâce à l'ETF de BlackRock ou autre, du Bitcoin. D'accord, donc 9,6% des Français ont des cryptos, et ça correspond, la crypto par rapport à l'épargne générale mobilière, ça correspond à combien? Est-ce que tu as le chiffre à peu près ou... Alors, on a augmenté de l'ordre de 2 la part des crypto-monnaies dans le patrimoine des Français qui investissent aujourd'hui. On l'a du coup multiplié par 2 depuis le Covid. Et d'après le dernier sondage de l'AMF avec l'OCDE, on a un quart des Français qui épargnent aujourd'hui leur argent. Donc, dans ce un quart qui épargnent leur argent, je crois qu'on est parmi ce un quart, encore une fois, autour de 20% qui ont déjà acheté des crypto-monnaies dans les néo-investisseurs. Et si on prend depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, avec le premier euro investi, c'est 9,6% des Français. Et le panier moyen, ça je l'ai en tête parce que c'est particulièrement notre industrie, le panier moyen se situe autour de 5 000 euros. Donc, c'est pas anecdotique, c'est pas 1 euro, quoi. Mais voilà, il y en a qui ont
qui en détiennent 500 000, il y en a qui détiennent 10 euros, panier moyen 5 000, 9,6% des Français. Et on a multiplié par 2 cet investissement en crypto depuis le Covid, parmi les 1/4 des Français qui investissent leur argent. Mais l'ensemble de la somme investie en crypto par rapport au capital complet en valeur mobilière, tu l'as pas. C'est-à-dire que ça correspond 2% de tout ou... Alors ça, j'ai pas le chiffre du sondage parce que je crois qu'ils sont pas rentrés dans ce détail-là pour l'OCDE. Par contre, effectivement, s'il y a une indication à donner de l'ordre du pourcentage à avoir dans son patrimoine, tout le monde s'accorde à dire, gestionnaire d'actifs compris, même certaines instances de régulation compris, même des grandes instances de régulation bancaire s'accordent à dire de ne pas dépasser 8% d'exposition sur son patrimoine global, et on est même plutôt sur entre 3 et 6-7%. C'est ce que conseillent les gestionnaires de patrimoine qui sont pro-crypto, mais avec en fait ce micro-dosage, ce genre de formule surperforme à peu près toutes les classes d'actifs confondues, qu'on fasse du 60-40, actions, obligations, qu'on fasse un peu d'immobilier et tout. Dès l'instant où on a ce micro-dosage de 5%, allez, 5% de crypto, ça surperforme un peu tout. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 130% de performance sur cette année 2023. Donc, par définition, il n'y a aucun autre actif, même s'il a bien baissé avant, il n'y a aucun autre actif qui a fait autant de performance que Bitcoin cette année. On voit le Bitcoin qui sort, l'Ethereum qui commence à sortir aussi. Est-ce que tu crois que... Bon, parce que l'Ethereum, je crois aussi qu'il doit y avoir des ETF Ethereum qui ont été déposés il y a 2 ou 3 semaines par BlackRock, je crois également, je ne suis pas sûr, mais à confirmer. Et tu crois que les autres cryptos, les autres altcoins, genre le DOT, le Luna, etc., vont sortir aussi? Le Luna, je ne le conseille pas parce qu'il est un petit peu compliqué à gérer en ce moment. Parce c'était une crypto-monnaie qui a posé beaucoup de problèmes dans l'empire des faillites, là, justement, il y a quelques années de cela. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, le reste des crypto-monnaies, encore une fois, on tombe dans le flou juridique parce qu'on y avance, on sort de ce flou petit à petit. Autant en Europe, on s'est tous mis d'accord et il y a un règlement européen qui est assez ferme, mais en même temps très concret pour l'écosystème qui arrive en 2024. Pour le cadrer un petit peu, autant aux États-Unis, on y va à tâtons, c'est-à-dire qu'on sait un peu plus ce qu'est Bitcoin, on commence à voir ce qu'est Ethereum en termes de est-ce que c'est une valeur mobilière ou une commodities ou une action, ainsi de suite. Autant le reste est un peu au cas par cas. Dans l'histoire des crypto-monnaies, on attend en fait un verdict historique d'un feuilleton qui dure depuis plus de 3 ans en ce qui concerne le Ripple, XRP Ripple, qui en fait avait été justement dans les griffes de la SEC parce qu'ils estiment que c'était une valeur qu'ils auraient dû enregistrer avant de la lister en ICO, c'est-à-dire qu'ils ne se sont donc pas enregistrés auprès de la SEC, donc ils sont dans l'illégalité. Et c'est une saga qui dure depuis 3 ans, où en fait, un moment c'est la SEC qui gagne, il y a un appel, c'est Ripple qui gagne, il y a un appel, c'est la SEC qui gagne. Et en fait, on ne sait pas du coup comment doit être pris en compte le XRP, donc le token de Ripple. Est-ce que, encore une fois, c'est une valeur mobilière qui aurait dû être enregistrée à la SEC ou pas? Cet été, il y a eu un rebondissement qui montre qu'une grande partie de la manière dont a été émis les jetons ne devait pas rentrer dans le champ d'application de l'enregistrement, donc que XRP était dans son bon droit. Quand on aura en fait la certitude de l'entièreté de cette histoire, on saura si c'est des valeurs mobilières et si elles doivent être enregistrées ou non. Mais avant ça, ça sera compliqué que, en dehors des 2 crypto-monnaies dont on vient de parler là, à savoir ETH et Bitcoin, et encore plus Bitcoin que ETH, ça sera risqué pour les ETF de prendre position et les gestionnaires d'actifs tant que la SEC n'a pas dit « Ok, c'est bon ». En fait, on a compris, Bitcoin a été créé en 2008-2009 par une entité qu'on ne connaît pas, mais chaque Bitcoin qui a été miné a été créé à partir de zéro. Et en fait, la communauté a grandi autour du Bitcoin, mais aucun Bitcoin n'a été vendu en amont pour lever de l'argent, parce que c'est ça le sujet. Par contre, Ethereum, il y a eu une sorte d'ICO, c'est-à-dire que certains ont pu acheter de l'Ethereum un peu moins cher pour que le projet puisse être développé. Une fois qu'il soit développé, du coup, ça a permis le lancement d'une certaine manière. Et clairement, sur XRP, c'était à peu près ça l'objectif, comme d'autres tokens qui servent en fait à lever de l'argent, à permettre aux créateurs d'entreprises de créer l'entreprise et la blockchain. Et ensuite, du coup, le token prend de la valeur. Mais c'est une sorte d'émission pour la SEC. Ça peut être une sorte d'émission détournée qui aurait dû être enregistrée. En fait, voilà, tant qu'on n'a pas tranché quelle est la nature de ces actifs-là, les ETF ne s'aligneront jamais. Pour ce qui est de Bitcoin, on est à peu près sûr, la SEC a dit « Ok, c'est bon, c'était pas un truc qui a été miné pour lever de l'argent ». Pour ce qui est d'Ethereum, il y a encore un peu un doute, mais ok, a priori, c'était pas le cas non plus. Pour le reste, c'est plus compliqué. Il y a aussi le halving qui vient, il y a aussi le halving qui vient à la rentrée. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est, ce halving?
Oui, alors tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas plus de 21 millions de bitcoins qui seraient créés sur l'écosystème Bitcoin. Il faut bien voir Bitcoin de deux manières. Il y a Bitcoin qui est la blockchain et le token Bitcoin qui est le token utilitaire de la blockchain Bitcoin. Donc Bitcoin avec un petit b ou avec un grand B si vous le voyez de cette manière-là. Donc la blockchain Bitcoin a été imaginée avec l'ambition de ne jamais dépasser de 21 millions de Bitcoin en circulation dans sa supply. Ça, c'est acté dans le code, ça ne changera jamais. C'est la volonté de Satoshi Nakamoto. C'est la force de Bitcoin. Quand une inflation galopante existe en Europe et dans le monde parce que on peut imprimer de l'argent à l'infini, Bitcoin est capé à 21 millions. Vous savez à peu près où va comment se dessine l'inflation jusqu'au dernier Bitcoin émis, parce que c'est une formule mathématique. Et du coup, c'est ce que je te disais au début, on sait que le dernier Bitcoin devrait être miné en 2140. Mais ce n'est pas de manière uniforme que ces Bitcoins sont distribués. La création monétaire de Bitcoin est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc, en fait, pour rémunérer les mineurs aujourd'hui de Bitcoin, donc ceux qui sécurisent le réseau, on distribue à peu près toutes les 10 minutes un certain nombre de Bitcoins. Et c'est ce nombre de Bitcoins qui divise par 2 tous les 4 ans, qu'on appelle le halving, donc la réduction par 2 de la création monétaire. Au tout début de Bitcoin, chaque fois que quelqu'un minait un bloc toutes les 10 minutes, il gagnait 50 Bitcoins. Puis ensuite, ça a été divisé par 2, puis par 2, puis par 2. Là, du coup, on est rendu à 6,25 Bitcoins toutes les 10 minutes. Et en avril prochain, la date n'est pas tout à fait précise parce que ça dépend de pas mal de paramètres, mais début avril 2024, on redivisera, comme en 2020, de nouveau cette création monétaire par 2, et on sera à 3,12 Bitcoin toutes les 10 minutes. Et historiquement, même si on le lit tous les jours, et c'est important de préciser que, un, c'est pas un conseil financier, deux, les performances passées ne présentent pas de celles qui sont à venir, mais historiquement, c'est ce qui a créé un peu un choc de liquidité, parce que la demande reste la même, mais la création monétaire est divisée par 2. L'intérêt du public revient parce que c'est toujours un moment qui est un peu commenté par les médias et ainsi de suite. Et donc, c'est ce qui a toujours relancé historiquement l'intérêt pour les crypto-monnaies et donc, d'une certaine manière, l'augmentation du prix de certaines de ces cryptos, Bitcoin en tête de proue. Et c'est ça qui, effectivement, en 2017, a fait le fameux envolé autour de 20 000 $ dont tout le monde a entendu parler. Après, ça s'est un petit peu calmé, on est redescendu. Et puis, c'est ça qui, en 2020, quelques mois plus tard, parce que évidemment, ce n'est pas jour 1, c'est quelques mois plus tard, on est arrivé à 69 000 $, qui du coup est le record historique de Bitcoin à date. Évidemment, ce n'est pas quelque chose dont on est certain. C'est un modèle qui s'est répété. Il s'est répété de manière un peu particulière la dernière fois parce qu'on était en plein Covid. Donc, en plus, tout le monde était à la maison et s'est amusé à jouer les boursicoteurs. Donc, c'était un peu particulier. Mais voilà, historiquement, cette division de création monétaire par 2 a créé jusqu'à présent un choc de liquidité qui, jusqu'à présent, a fait augmenter le cours d'une certaine manière, ou en tout cas à ramener l'attrait du public sur les crypto-monnaies. Et effectivement, comment on s'en approche, certains, tout comme ceux qui prennent des bitcoins aujourd'hui en se disant que probablement l'ETF spot bitcoin sera listé, ce qui n'est pas une certitude, mais qui est probable, voire très probable d'après les analystes de Bloomberg, en achètent en prévision, et les autres, ou les mêmes, en achètent en se disant c'est vrai que jusqu'à présent, ça a toujours fait ça le halving, donc c'est probable que ça le fasse aussi demain, du coup j'en achète avant. Est-ce que c'est déjà pricé? Est-ce que ça a déjà été anticipé dans le prix? C'est ça la question. Aujourd'hui, on a 42 000 $. Ça a extrêmement augmenté ces dernières semaines. Mais les analystes de Bloomberg, les analystes de Bloomberg, ils nous disaient encore hier, et ça participe un peu à la petite musique collective, ils faisaient un papier hier pour dire que le super cycle de Bitcoin avait démarré et que Bitcoin serait à 500 000 $ dans le prochain cycle haussier. Bon, j'ai pas de boule de cristal, personne n'en a, personne ne sait comment se comportera la macroéconomie. Mais encore une fois, le halving de Bitcoin, quoi qu'il advienne, c'est toujours un moment catalyseur pour l'industrie que tout le monde regarde. Même moi, après 5 ans, 5 ans sérieusement dans cette industrie, je le regarde un peu en me disant, bon, comment ça va réagir. C'est ce que tu nous avais expliqué un peu la dernière fois, en nous expliquant les cycles, en disant on avait fait une première touchette à 20 000, on avait eu l'hiver, on était retourné à 20 000, on avait cassé les 20 000, on était monté à 70 presque, et là tu nous avais dit après on va retrouver un hiver, on va revenir buter sur les 70 et on repartirait par le haut. Ton scénario est toujours valide ou... En fait, ça, on n'en sait strictement rien. Ce que je vous expliquais la dernière fois, c'était qu'effectivement, historiquement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des théories monétaires partagées sur la sphère crypto qui sont en fait l'analyse de OK, en fait, on redescend rarement historiquement en dessous du plus haut historique précédent. Et puis, par contre, ça devient une résistance. En fait, c'est de l'analyse technique. Alors après,
c'est de la croyance collective ou pas, mais effectivement, ça s'est répété parce que je crois que quand on s'en est parlé, on ne devait pas être tout au bout de notre péripétie de l'année et demie de bear market, et encore, elle a duré plus qu'un an et demi. Hein, mais cette dernière année, ces derniers 18 mois ont été particuliers. Et effectivement, on est descendu un tout petit peu plus bas sur certaines mèches du précédent record autour de 17-18 000 $. On est descendu un tout petit peu en dessous, mais pas beaucoup plus. Et effectivement, ça a créé une résistance psychologique, un palier psychologique. Les gens se sont dit, OK, là, on est à l'ancien ATH du cycle précédent. Là, j'achète. Et effectivement, le cours est reparti. Ça ne veut pas dire qu'il ne retournera plus jamais. Ça ne veut pas dire que jamais de l'avion en descendra en dessous. Pendant le Covid, c'était le fameux Black Swan où on est descendu quand même très bas. Et personne ne pouvait prévoir. Mais oui, si on dézoome un petit peu, c'est à peu près ce que fait le cours du Bitcoin. Je crois que c'était Richard qui avait partagé la courbe et c'est pour ça que j'avais commenté de cette manière-là. C'est qu'effectivement, ça fait quelque chose comme ça. Et c'est là où certaines personnes qui projettent le prix des Bitcoins, en fait, le font à l'infini et se disent un jour, ça touchera le milliard. Bon, quand même, calmons-nous un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai que mathématiquement et historiquement, ça fait quelque chose de comme ça. C'est-à-dire qu'on retourne taquiner le précédent record historique, on s'y retrouve à un moment donné bloqué. Quand on le perd, ça redevient un plafond de sécurité. Enfin, le plafond de sécurité redevient le plancher de sécurité, et ainsi de suite. Mais encore une fois, on n'est pas certain que ça le fera cette fois-ci. C'est toujours la même problématique. Ok, donc on va voir ça rapidement, hein, voir si on vend la rumeur, on achète la rumeur et on vend la news, hein, déjà, pour le résultat de la SEC, si jamais la nouvelle est positive. Mais enfin, bon, je sais pas, BlackRock, quand même, les ETF qui vont se vendre à la caisse d'épargne, à mon avis, ils doivent en acheter pas mal pour pouvoir suivre tout le monde. Hein. Ils sont obligés de répercuter l'ETF. Hein. Quand on achète une ETF, BlackRock est obligé d'acheter du Bitcoin pour se couvrir. Hein. C'est pas effectif. Ok. Je sais que tu es pressé. On va peut-être finir par ton actualité. J'ai vu, tu as fait le Cube 3. C'est quoi exactement ça ? Cube 3, c'est un incubateur et accélérateur dans le milieu de l'innovation, particulièrement dans ce qu'on appelle le Web 3. Donc le Web 3, ça englobe les crypto-monnaies, ça englobe les NFT, ça englobe le métavers, ça englobe un peu tout cet Internet de la valeur dont on entend parler depuis quelques années. Notre objectif, c'est effectivement d'accompagner des créateurs d'entreprises ou des entreprises dans ce domaine-là pour les aider à grossir et à prendre des parts de marché de plus en plus importantes. C'est actif en France, les startups sur le... C'est très actif ou pas ? Parce que bon, la France n'est pas particulièrement un pays crypto-friendly comme la Suisse ou les républiques baltes, mais... Non, mais c'est quand même pas trop mauvais parce que, encore une fois, on a une réglementation un peu... En fait, quand tu es entrepreneur, c'est toujours chiant d'avoir de la réglementation, on est bien d'accord, mais quand tu es entrepreneur, c'est encore plus compliqué de ne pas savoir comment se positionner. Jusqu'à un certain stade, c'est-à-dire que si demain on invente une nouvelle chose, c'est normal qu'on n'ait pas de cadre et il faut profiter du fait qu'il n'y ait pas de cadre pour que justement le cadre s'adapte un petit peu à ce qu'on vient de créer. Les crypto-monnaies, les actifs numériques, le Web3, ça existe depuis plus de 10 ans, donc on savait qu'il y avait un cadre qui allait arriver, c'est ce que je te disais. Aux États-Unis, on ne sait pas quelle forme il prendra et donc certaines entreprises commencent à se barrer un petit peu depuis plusieurs mois, plusieurs années et à mettre des sièges sociaux ou à ouvrir d'autres chambres à l'extérieur des États-Unis au cas où ça partirait dans le mauvais sens. Du coup, les États-Unis se réadaptent un petit peu, par définition. La guerre économique, ils connaissent un peu, c'est un peu leur dada. Mais en France, on n'est pas trop mauvais parce qu'on avait ce cadre réglementaire qui était un peu chiant, mais qui au moins avait le mérite d'exister et qui demain sera copié-collé par toute l'Europe. Donc ça va. Pour répondre à ta question très concrètement, c'est pareil, ça vaut ce que ça vaut, mais à la dernière étude et au dernier sondage KPMG, Ada, Ipsos, il y a eu du coup toute la partie sondage et la partie étude. Il y avait 7500 emplois en France qui avaient été référencés dans le Web3. Donc ça, pour une jeune industrie, c'est bien, c'est très bien, c'est vraiment correct. On prendra là où on veut le curseur en fonction de son positionnement perso. Et il y a 2 licornes en France. Donc 2 startups de plus d'1 milliard de dollars dans notre écosystème. Il y en a une trentaine en France. Il y en a 2 qui viennent des crypto-monnaies. Il y a Ledger, ces fameuses clés qui permettent de sécuriser un petit peu ces crypto-monnaies. Il y a Sorare, qui vaut 4,5 milliards, qui est la 3e ou 4e plus grosse licorne de France, qui fait des panini football sous format NFT. Donc, l'écosystème startup, il est plutôt bien. L'écosystème d'entreprise, il n'est pas mauvais. Le seul enjeu, encore une fois, c'est que la réglementation, il ne faut pas qu'elle soit trop stricte aujourd'hui, parce que s'il faut 500 000 balles pour se lancer, bon, c'est certain qu'on sera plus premier. On est, je pense, encore une fois, en tête de peloton aujourd'hui. On peut vite redescendre d'une seconde à l'autre. Et on ne se souvient pas de celui qui a été premier en 2023, on se souvient de celui qui a été premier au bout de 20 ans. Donc, c'est apporter notre pierre à l'édifice, à essayer de maintenir cette position stratégique. C'est des combats au quotidien parce qu'il y a des difficultés dans tous les sens.
Mais en tout cas, voilà, on accompagne 15 boîtes aujourd'hui, on a eu 200 candidatures. Donc ça prouve un peu quand même que l'écosystème fleurit quand même. Et notre job, c'est de les accompagner pendant 1 an. On les a depuis début octobre, donc on est encore ensemble pendant quelques mois. Super. On conclut en parlant un peu de Binance, qui se sont fait taper sur les doigts aux États-Unis, mais apparemment, rien n'a bougé. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien, non? On commence à mettre un cadre. Et puis, c'est le fondateur de Binance qui est sorti, ou le directeur, non, le président? C'est le CEO et fondateur, Changpeng Zhao, CZ, qui était très connu sur les réseaux sociaux, qui effectivement, alors rien n'a bougé, il y a quand même une amende de 4 milliards de dollars, une amende personnelle de 50 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises, 50 millions de dollars, et il a dû quitter son siège à la présidence de Binance, donc ça a quand même un peu secoué, parce qu'effectivement, les États-Unis leur ont reproché certaines choses, blanchiment d'argent ou d'avoir été sur le territoire américain sans forcément avoir les autorisations à l'époque. On parle de choses qui sont entre 2017 et assez récemment. Donc ça souffle un peu. Maintenant, Binance a interdiction, après avoir payé tout ça, dans tous les cas, de s'adresser au public américain. Tiens donc, Coinbase est en position de leader aujourd'hui et coté au Nasdaq depuis quelques années, donc ils sont extrêmement transparents, c'est ce que je te disais. C'est un peu du protectionnisme, ça, de toute façon. Pendant des années, Coinbase, effectivement, est allé voir le régulateur pour leur demander plein de renseignements sur comment se positionner. Ils n'ont jamais eu de réponse. C'est eux qui voulaient aussi partir. Boum, au final, on a cette information qui tombe. Ça rabat un petit peu les cartes. Donc, Binance, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Alors, pour répondre à une question très précise que tu ne m'as pas posée, mais que plein de gens se sont légitimement posées à l'époque, mes fonds sont-ils en danger vis-à-vis de cette actualité? Non, parce que c'est une actualité totalement différente à la gestion de fonds de clients. Ils n'étaient pas en danger, les fonds des clients. Vous pouvez toujours retirer vos cryptos et vos dollars. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue de la gouvernance, là, maintenant, Binance est sous tutelle US pendant les 5 prochaines années sur l'entièreté de ses flux, ne peut plus adresser le public US et doit payer une amende de 4 milliards de dollars qui fait partie des records historiques des amendes aux US, quoi. Donc, voilà, ça se réveille un petit peu. Au moins, aujourd'hui, à la tête de Binance, c'est quelqu'un qui est très régulatory, qui est très pro-régulatory, qui est passé par des instances de régulation ou des grosses instances financières, donc il sait de quoi il parle. C'est un peu ce que je vous disais dans la dernière vidéo, c'était qu'on est en train de quitter la période d'adolescence des crypto-monnaies pour se diriger vers la période d'adulte. Au carrefour, il y a des contrôles, et le premier contrôle, c'était Binance, et il n'y a pas eu que l'EI, mais ça souffle un petit peu. Mais c'est normal, on est en train de sortir de la période d'adolescence pour quelque chose de beaucoup plus cadré, avec les avantages que ça a, potentiellement mettre des bitcoins dans la poche de tout le monde demain avec le TF, et les difficultés que ça implique aussi, d'avoir 2 fois plus de dépenses dans la partie compliance que dans la partie R&D des entreprises, alors qu'on parle d'innovation, donc c'est dommage, mais c'est comme ça, le secteur bancaire, malheureusement, c'est même 3-4 fois plus d'argent dépensé dans la compliance que dans la R&D parfois. Et puis, certaines difficultés pour les autres entreprises, c'est là où on essaie de les aider avec Cube3 pour pas non plus qu'elles se fassent écraser par tout ce poids-là. Mais c'est un trade à prendre. Est-ce qu'il faut être pro-régulation pour aller vers les ETF, ou est-ce qu'il faut être pro-innovation et du coup ne pas pouvoir s'adresser au grand public? Je pense pas qu'on puisse faire les deux en même temps. Donc, a priori, on prend plutôt la direction de plus de régulation pour peut-être... De toute façon, au niveau investissement, au niveau trading, les gens attendent vraiment d'avoir une régulation pour pouvoir entrer. Moi, depuis pas mal de temps que je parle avec des gens, pourquoi tu n'es pas de crypto? Ils me disent, oui, mais je sors, si je sors, comment je sors? Est-ce qu'on peut m'assurer que je sorte? Comment je fais ma déclaration d'impôt? Enfin, c'était quelque chose de très flou. Et si on aura vraiment une régulation, moi, je pense qu'il y aura vraiment le gros argent qui va rentrer, parce que maintenant, les gens qui sont sur les cryptos, c'est comme tu dis, la petite poche de 3-5%, les geeks entre guillemets, et puis les crypto fanatiques qui y croient, mais la personne lambda a entendu parler des cryptos, mais ne rentrera pas. Et peut-être ces régulations, et surtout l'ETF, fera que le boucher lambda, pour reprendre l'anecdote du départ, le boucher lambda rentrera plus facilement sur le Bitcoin, et là on aura vraiment les économies, le dur des économies qui vont rentrer. C'est le pari de certains. C'est le pari de certains, effectivement. Je sais que tu es pressé, donc je te remercie de m'avoir accordé ces petites demi-heures, Valentin. On va se faire une petite revue et puis un petit redépart de la partie crypto de Pépitor pour remettre un peu savoir où on en était maintenant. Merci beaucoup, Valentin. J'espère qu'on se revoit rapidement. Avec grand plaisir. Et puis, merci pour ta gentillesse et puis pour être venu. Merci. Ciao. Au revoir. Salut Pépitor. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et puis faites sonner la cloche. Merci. Au revoir. Ciao.